Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire dédié à l'achat d'actifs d'entreprises en difficulté, bonne ou mauvaise idée. Ce webinaire est organisé afin de comprendre les mécanismes de l'achat d'actifs d'entreprises en difficulté et les outils pour réaliser ces actions dans un cadre juridique sécurisé. Je m'appelle Marianne Demester, je suis chargée de communication et relations entreprises au sein du Clubster NSL. Le Clubster NSL, c'est un réseau de 300 membres qui sont engagés en innovation, en santé et agronutrition. Nous organisons un panel de webinaires pour former et informer nos membres. Et aujourd'hui, on organise un webinaire en partenariat avec la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Donc, le webinaire sera animé par Pierrick Thiré, directeur du centre d'affaires santé à la Caisse d'épargne Hauts-de-France, avec l'expertise de Jérémy Cateau, avocat à cabinet DS Avocats. Et on aura le témoignage de Antoine Baule, qui est directeur général de l'ESAFRE. Pierrick, je vais te laisser la main. Alors, je vais juste vous rappeler que vous avez l'occasion du coup de poser des questions dans le chat. Et comme je le disais, on prendra un temps plus long pour des échanges libres à la fin du webinaire. Je te laisse la parole, Pierrick. Merci Marianne. Je te laisse mettre la première slide. En fait, on vit une période qui est assez complexe. Là, je viens d'ouvrir une porte ouverte. On a à la fois un niveau de défaillance d'entreprise qui est historiquement bas, et vous le savez, depuis le début de cette crise que nous traversons, les mesures gouvernementales prises, les moratoires sur les plans d'amortissement, moratoire de 6 mois sur les plans d'amortissement consentis par les banques, pour souvent également les échanges de crédit bail, font qu'en fait, notre taux de défaillance d'entreprise est très bas, et il est très bas en France, mais il est très bas aussi dans la région. Il n'y a pas de distinction particulière de la région des Hauts-de-France, et les éléments que nous avons tant d'Altares à gauche et puis de la CCI à droite, voilà, nous montrent qu'on est historiquement bas. Et pourtant, quand des difficultés se présentent, on va assez rapidement en fait directement à la liquidation. Donc on a à la fois des structures très fragilisées mais sous perfusion, je pense qu'il faut le dire comme cela, et quand les défaillances arrivent, elles sont, sinon définitives, souvent définitives. Cet environnement complexe, bien évidemment, crée des difficultés, on peut dire ce que l'on veut, il est aussi dramatique, pourrait être aussi dramatique pour l'emploi, ne va pas continuer. C'est-à-dire que probablement, même très certainement, dès que les mesures de soutien à l'économie vont s'arrêter, dès que les besoins de reprise et donc d'investissement dans les entreprises vont naître, on devrait, selon toute probabilité, retrouver à minima un rythme normal de défaillance et probablement excusez-moi l'expression, un nettoyage des structures qui ont été maintenues en vie de façon très longue du fait des PGE et autres mesures. C'est compliqué, mais ça va aussi créer des opportunités. Des opportunités dans les environnements complexes, elles naissent, et probablement un certain nombre de structures, d'actifs vont être mis à la vente. Dans un premier temps, comme le disait Marianne, on va partir en fait d'un témoignage. Monsieur Baule, le groupe ESAFRE a acquis il y a quelques années Purifonction, qui était une société en difficulté. Pourriez-vous nous dire comment cette acquisition a été gérée et comment aujourd'hui, en fait, comment avez-vous fait pour faire de cette structure à l'origine en difficulté une structure qui contribue aujourd'hui à la réussite du groupe ESAFRE? Bonjour à tous. Écoutez, d'abord, il y a quelque chose de fondamental, c'est que l'activité de Purifonction correspondait à un besoin émergent de l'ESAFRE qui était lié à sa stratégie de diversification dans le domaine de la nutrition et santé. Purifonction avait des activités de purification de métabolites ou de naturels issus des végétaux, avec un tas de techniques très spécifiques
qui correspondait à un besoin du groupe qui commençait à grandir. Et c'est du reste pour ça que le groupe avait placé un petit peu d'argent dans Purifonction pour pouvoir bénéficier des services de ce dernier. Bon, puis Purifonction, pour un tas de raisons, a connu des difficultés financières et finalement a été placé en redressement judiciaire. Et à ce moment-là, prévoyant que notre besoin allait grandir dans les techniques que maîtrisait Purifonction, nous nous sommes proposés de racheter les actifs au moment de ce règlement judiciaire. Il y a eu un accord avec le tribunal de commerce de Lille sur le rachat de ces actifs, dont nous nous réjouissons aujourd'hui. Il y avait 7 personnes dans l'équipe de Purifonction, dont 2 qui étaient plus destinées au commercial à l'extérieur. Nous avons conservé les 5 personnes qui étaient en production, mais comme nous n'avions aucune vocation à commercialiser des services de purification à l'extérieur du groupe, les 2 personnes qui étaient au commercial et tournées vers l'extérieur ont quitté la société. Donc nous avons repris les actifs et 5 personnes. Aujourd'hui, il y a dans ce qui est l'équivalent de Purifonction, nous on appelle ça aujourd'hui le LeSaf Puricenter. C'est une partie de notre R&D qui développe des procédés de purification de ce que nous appelons les métabolites fermentaires, qui sont donc des métabolites fabriqués par des micro-organismes comme les levures ou comme les bactéries. Et aujourd'hui, nous occupons 17 personnes dans ce Puricenter. Et nous avons repris un petit peu de prestations à façon à l'extérieur, mais pour compléter l'utilisation des locaux et des équipements à côté des besoins que nous avons et qui ont beaucoup grandi depuis le jour où on a fait cette acquisition au tribunal. Voilà ce que je peux vous dire. Donc pour nous, c'est devenu un élément essentiel de notre R&D, puisque notre croissance dans la nutrition santé n'a fait qu'augmenter. Donc notre besoin en technologie de purification et en mise au point de nouveaux procédés a énormément augmenté. Au moment de l'acquisition, c'était un peu un pari, et aujourd'hui, on peut dire que le pari était réussi. Voilà en quelques mots ce que je peux vous dire sur le sujet. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, Monsieur Beau. Alors, tout l'intérêt, hein, on le voit bien, c'est une acquisition qui répondait à un besoin dans une activité qui était en croissance chez vous. Et donc, c'est pas une acquisition, là on le voit dans le pari succès, c'est pas une acquisition que l'on fait parce qu'il y a une opportunité sympathique à un prix pas cher. Il y a vraiment une vraie philosophie industrielle et derrière une stratégie industrielle. Vous avez utilisé un des cas de possibilité de reprise dont Jérémy va nous parler maintenant. Jérémy, en fait, si je me mets un peu dans l'activité de la voile, on traverse une période de gros temps, une période de calme, et la période de gros temps va arriver, probablement, certainement. Il va y avoir des difficultés, mais de réelles opportunités. Quelles options, en fait, de reprise aujourd'hui pour un acquéreur? Alors, j'ai pu identifier trois hypothèses que j'ai appelées cas numéro 1, cas numéro 2 et cas numéro 3 que je vais vous présenter rapidement. Et ces hypothèses-là, de manière quasi exhaustive, permettent justement d'envisager, entre guillemets, toutes les hypothèses qui vont être offertes justement aux différents repreneurs. Alors, je me permets de justement initier ces 3 cas. Alors, pour introduire mes propos, on a 1800 secondes, donc une demi-heure, c'est assez court. L'idée, c'est d'être assez pratico-pratique. Je ne vais pas être technique et par sympathie, je ne vais vous citer aucun article du Code de commerce. Encore une fois, l'idée, c'est d'être pratique. Donc, 1800 secondes pour traiter le cas numéro 1, qui est un cas un petit peu atypique, qui est assez rare d'ailleurs dans la pratique, mais je vais quand même le développer. C'est la reprise des titres du capital d'une société qui est déjà en redressement judiciaire. Donc, dans cette hypothèse-là, mes clients reprennent soit les titres, soit les actions d'une boîte qui est déjà en redressement judiciaire, donc qui fait déjà l'objet d'une procédure devant le tribunal de commerce.
Ça, c'est le premier cas, on va le voir, c'est un cas qui est assez rare, mais je vais quand même le développer. Le cas numéro 2, c'est le cas le plus classique. Vous avez dû entendre cet été dans les médias les sociétés suivantes, comme Camaïeu, Alinéa, la FNAF, André, Taïra, Clal, etc. C'est des sociétés qui sont tombées donc, en redressement judiciaire, à raison du Covid notamment, mais pas exclusivement. Un appel d'offres a été lancé, et donc là, c'est l'hypothèse la plus classique, l'hypothèse de la reprise des activités d'une société qui est en redressement judiciaire. Donc, quand je dis activités, ce ne sont pas les titres, c'est bien les activités, et ça s'apparente in fine en une sorte de cession de fonds de commerce. L'hypothèse numéro 3, là, on se positionne après le redressement judiciaire, quand la messe est dite, si vous me permettez l'expression. C'est l'hypothèse où la société est en liquidation judiciaire, et donc là, c'est la reprise des actifs isolés d'une société, donc en LJ. Donc, dans cette hypothèse-là, c'est uniquement les actifs, on ne reprend pas les contrats, on ne reprend pas la clientèle, on ne reprend pas réellement le fonds de commerce. Donc, voilà les 3 hypothèses qui vont nous intéresser pendant à peu près, encore une fois, 1800 ans. Mais avant de rentrer dans le détail, la question principale, c'est l'information. L'information, vous en avez besoin, encore faut-il la trouver pour avoir justement, la bonne information et surtout dans le bon timing, puisque le timing est un élément vraiment essentiel dans l'hypothèse de la reprise des actifs, des activités ou des sociétés en difficulté. Alors, classiquement, vous pouvez aller faire un tour sur le site des administrateurs judiciaires, il y en a à peu près 80 en France, et ou des liquidateurs judiciaires qui publient très régulièrement des appels d'offres et appels d'offres par rapport aux activités ou tout simplement appels d'offres pour vendre tel ou tel actif, typiquement un droit au bail, une marque, etc. Alors, vous pouvez aussi vous rapprocher de la presse économique, notamment dans les Échos, la Gazette, etc. Il y a énormément d'annonces qui sont passées, peut-être pas quotidiennement, mais presque. Autre source d'information aujourd'hui qui est très riche pour moi, et je vais tous les jours sur le site Nukelink, en sachant que tous les AJ et tous les liquidateurs ont forcément un profil au niveau de leur étude et publient, bien entendu, encore une fois, de manière quasi quotidienne, de nouvelles appels d'offres. Donc, je vous invite à demander une invitation assez professionnelle. Autre source d'information aussi, si vous en faites la demande, et si vous êtes bien entouré, les experts comptables et les avocats, typiquement, moi j'ai beaucoup de clients à qui j'ai posé la question, c'est est-ce qu'une opportunité de croissance externe peut vous intéresser? Certains m'ont répondu par la positive, d'autres par la négative, et ceux qui m'ont répondu par la positive, on a un petit peu creusé le sujet, je connais la cible idéale, la taille de chiffre d'affaires, la taille des effectifs, et dès que je vois une société en faillite qui passe, je me permets de leur passer un petit coup de téléphone pour savoir si éventuellement ils seraient intéressés par la reprise de cette société. Et après, de manière générale, les professionnels de la transmission, et aussi, je vous invite à être attentifs sur la situation de vos partenaires, et également de vos concurrents. Alors, l'idée étant la suivante, c'est que vous pouvez aujourd'hui sur les sites comme Infogreffe, Société.com ou Bodac, qui est le bulletin officiel des décisions administratives, civiles et commerciales, les procédures de redressement judiciaire sont des procédures qui sont publiques en ce sens où elles sont publiées très rapidement après le jugement d'ouverture. Donc, vous pouvez très facilement avoir l'information que telle ou telle société que vous avez pu cibler par anticipation fait l'objet d'un redressement judiciaire et comme ça peut vous permettre de vous positionner sur la prise de ces activités et surtout d'avoir l'information très rapidement. Donc voilà le petit propos liminaire sur l'information qui, bien entendu, est un élément essentiel. Alors, l'hypothèse numéro 1, je vais être assez rapide sur cette hypothèse-là. C'est quoi comme hypothèse? C'est l'hypothèse de la reprise des titres, donc du capital social, donc des actions ou des parts sociales d'une société qui est déjà en redressement judiciaire. Alors, la particularité, c'est que c'est une acquisition grosso modo classique, comme vous pouvez acquérir une société qu'on appelle une bonis, qui n'est pas en redressement judiciaire. La difficulté, c'est que dans cette hypothèse, il vous faut, en tout état de cause, l'autorisation préalable du tribunal de commerce. Pourquoi? Parce que la loi prévoit que quand une société est en redressement judiciaire, toutes les opérations sur le capital, donc augmentation de capital, réduction ou modification de détention du capital, doivent être autorisées expressément par le tribunal du commerce sous peine de nullité. Donc, j'attire votre attention sur ce point-là. Ensuite, la particularité de cette reprise-là, encore une fois, vous reprenez les titres. Donc, vous reprenez le package, si vous me permettez l'expression, tous les actifs et surtout tous les passifs. Donc, vous reprenez l'ensemble des contrats de travail,
vous reprenez l'ensemble des contrats fournisseurs, des commandes en cours, les contentieux en cours s'il en existe, le SAV pour les prestations ou les biens qui ont été livrés bien avant, aussi donc l'ensemble des machines, des actifs et surtout l'ensemble du passif, donc en ce compris le passif bancaire, le passif fournisseur, etc. Alors, l'intérêt, c'est que comme la société est en redressement judiciaire, par définition, elle est en état de cessation des paiements et surtout, elle doit faire face à son passif. Donc, vous pouvez racheter les titres pour un prix extrêmement bas, extrêmement décoté, à la différence d'une acquisition classique. L'avantage de ce processus, c'est que ça permet d'éviter la concurrence d'autres offreurs. Mais l'inconvénient majeur et principal de cette hypothèse est très simple, c'est que vous allez être contraint de faire votre affaire personnelle du passif. Ce que je veux dire par là, c'est que vous reprenez les titres d'une société qui est en redressement judiciaire, donc ce sera à vous, repreneur, de faire votre affaire tout simplement du redressement judiciaire. Alors, différentes hypothèses, soit vous assurez le passif dans sa totalité, soit vous assumez le plan de continuation sur une délai comprise entre 5, 6 et une dizaine d'années, en sachant que grâce aux ordonnances Covid, maintenant le plan peut aller jusqu'à 12 ans, ou tout simplement négocier avec les créanciers qui existent déjà, qui se sont déclarés et manifestés pour négocier des abandons de créances totales ou partielles. Donc ça, c'est un point quand même essentiel. Alors, dans la pratique, comme vous pouvez l'imaginer, comme vous reprenez le passif et la totalité du passif, cette situation n'a pas forcément beaucoup d'intérêt en pratique, sauf dans quelques hypothèses. Soit vous avez typiquement déjà une participation dans la société qui est en redressement judiciaire et vous voulez tout simplement récupérer la totalité du capital social. Ou alors, c'est un sous-traitant qui est essentiel pour vous. Si le sous-traitant disparaît, ça pourrait remettre en cause la continuité de votre exploitation. Autre hypothèse, c'est un fournisseur essentiel, même logique. Si le fournisseur en question disparaît, potentiellement, votre société peut rencontrer une grande difficulté. Ou alors, tout simplement, c'est aussi une société qui est en redressement judiciaire, mais qui a des filiales à 100% qui, elles, sont en bonne santé. Et vous avez envie justement de reprendre les filiales, sauf que pour reprendre les filiales, vous devez impérativement reprendre, entre guillemets, la société en énergie qui détient cette participation. Donc, de manière générale, et pour être très synthétique sur cette hypothèse-là, pas peu d'intérêt en pratique. Raison pour laquelle je vais vite passer au cas numéro 2, mais toujours est-il, vous devez l'avoir en tête, et encore une fois, l'avantage de cette hypothèse-là, ça vous permet, si vous me permettez l'expression, de mettre de côté la concurrence, tout simplement. Donc voilà le cas numéro 1. Bien entendu, si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas. On passe au cas numéro 2. Donc c'est le cas très classique. Encore une fois, vous avez pu lire dans la presse économique cet été que Camaïeu avait été cédé, que comme Taïrak, HAL, Pacific Pêche, Orchestra. Et donc ça s'est fait dans ce prisme, entre guillemets, l'hypothèse numéro 2, qui est la cession, non pas des titres, mais la cession, cette fois, des activités de la société qui se retrouve en redressement judiciaire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et dans le détail, je vais nuancer quand même quelques propos. Le premier, c'est, vous avez tous entendu, je rachète à la barre du tribunal la société pour 1 euro. Est-ce que c'est vrai? Alors, en effet, ça arrive. Sauf que là où il faut réfléchir, c'est non pas tant le prix de cession, c'est plutôt l'enveloppe globale de la reprise. Pourquoi? Parce que vous rachetez la société, certes, sauf qu'il faudra redémarrer l'activité. Donc, on a un coût, ce qu'on appelle un coût de redéploiement automatiquement. Il y aura des coûts de communication et il y aura surtout pour vous l'obligation de financer à la fois le BFR, financer les stocks. Et donc, l'ensemble de ces postes constitue une enveloppe globale. Et donc, le prix de cession peut très bien être 1 euro, sauf que pour autant, vous pouvez être contraint pour relancer l'activité et relancer la machine de dépenser quelques centaines, voire quelques millions d'euros en fonction de la taille de la société reprise. Donc, je rachète 1 euro à la barre du tribunal, c'est juste le prix de cession, sauf qu'il faut réfléchir en bloc global, raison pour laquelle je tenais d'ores et déjà à nuancer ces propos. Deuxième enfin, non pas hypothèse, mais deuxième cas, c'est que je ne reprends pas le passif. Alors, en effet, et ça, c'est une des règles d'or. Et c'est tout l'avantage de cette hypothèse 2 par rapport à l'hypothèse première, où, pour rappel, quand vous rachetez les titres d'une société, vous rachetez le package et vous rachetez le passif. Là, dans cette hypothèse-là, vous ne rachetez pas le passif, vous ne rachetez que les actifs. Sauf que, vous savez comme moi qu'en droit, on a une règle et des exceptions. Là, on a des exceptions que je vais bien entendu lister. Donc, en théorie, vous ne rachetez pas de passif, sauf quelques exceptions, d'où l'importance de l'audit pour bien identifier, entre guillemets, ces passifs qui vont être transférés au repreneur et qui vont constituer, in fine, une charge augmentative du prix. Ensuite, autre élément, l'offre, rien que l'offre. En effet, je confirme, ça c'est la règle d'or. D'où l'importance de l'audit en ce sens, où l'avantage de cette hypothèse, c'est que vous rachetez à la carte.
Donc, vous n'êtes pas obligé de reprendre l'ensemble des contrats de travail, de reprendre l'ensemble des actifs, des contrats fournisseurs, des contrats clients. Non, c'est vous qui choisissez et tout ce qui est repris doit être listé de manière exhaustive dans votre offre. D'où l'intérêt, un, de faire un audit qui est exhaustif et deux aussi, d'avoir une rigueur essentielle quant à la rédaction, tout simplement, de votre offre qui va constituer, entre guillemets, le cadenas de la vente. Ensuite, dernier point, pour coller un petit peu plus avec l'actualité, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence alinéaire. Vous avez tous entendu, je présume cet été, que les dirigeants et actionnaires ont pu racheter leur propre société à la barre du tribunal, vierge de passif. Alors, ça a fait un petit peu scandale dans certains médias. Toujours est-il, c'est que je tiens à nuancer ces propos. Est-ce que c'est un rêve ou alors est-ce que c'est une réalité? J'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. Et surtout, là où je veux attirer votre attention, c'est que cette hypothèse-là existait déjà et avant le Covid. La seule distinction, c'est que les ordonnances Covid ont pu assouplir, entre guillemets, un petit peu le mécanisme. Donc, avant les ordonnances Covid, pour que le dirigeant et les actionnaires puissent présenter une offre de racheter leur propre société, il fallait l'autorisation préalable du procureur de la République. L'ordonnance Covid a assoupli le principe. Maintenant, le procureur ne doit plus donner son autorisation expresse et préalable, il doit juste donner son avis, lequel peut être négatif, et in fine, c'est au tribunal d'apprécier la pertinence ou pas de cette hypothèse. Alors, pour revenir dans l'hypothèse alinéale, qu'est-ce qui s'est passé? La société a été mise en redressement judiciaire, schéma classique. 2, un appel d'offres a été lancé et la seule marque d'intérêt, ça a été les actionnaires et les dirigeants. Et donc, le tribunal, pour sauver l'emploi, et aussi en prenant en considération que les actionnaires et les dirigeants avaient déjà, je vais être trivial, mais cramé du cash par le passé, il y avait déjà, entre guillemets, investi beaucoup d'argent, et surtout était sur le point de réinvestir encore de l'argent, a décidé tout simplement de lui céder ses propres activités, mais encore une fois, pour sauver l'emploi, parce que c'était soit cette hypothèse-là, soit la société tombait en liquidation judiciaire, et c'était quelques centaines d'emplois qui étaient mis entre guillemets à la poubelle. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est, je l'ai déjà utilisé par le passé dans des hypothèses bien précises, avant le Covid. Donc voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas automatique et qui est vraiment à gérer entre guillemets avec parcimonie et parcimonie. Donc voilà les petits avantages que je voulais nuancer d'ores et déjà au début de mes propos. Ensuite, on a quelques principes à respecter et vous allez le voir, c'est la réactivité, la rapidité de cette session. Quand vous rachetez une société in bonis, l'audit peut durer plusieurs mois, voire 12 mois si c'est une société de taille importante. Sauf que là, dans cette hypothèse-là, j'ai envie de dire qu'il y a déjà le feu dans la maison, il y a urgence. La session doit intervenir dans des délais très courts, donc c'est des choses qui se font minimum en 5-6 semaines et au maximum en 2 mois ou 3 mois. Donc c'est quelque chose qui est très rapide. Et il faut, entre guillemets, être en capacité justement de pouvoir, réaliser un audit et surtout de pouvoir prendre les rênes de la société dans un timing qui est extrêmement. Autre élément aussi, vraiment qui est important, et ça je vais le revenir pendant tout le webinaire, c'est vous avez une obligation de bon sens, c'est de diversifier vos sources d'information. On a les sources classiques. C'est le dossier de reprise qui a été communiqué par l'administrateur judiciaire, mais surtout, il ne faut pas s'en contenter. Vous, en qualité de repreneur, et c'est aussi le job de votre avocat si vous décidez de vous faire accompagner, c'est de prendre contact avec l'avocat adverse, avec le dirigeant, avec le DAF, avec les opérationnels, avec le service RH, avec les commerciaux, pour comprendre, entre guillemets, de l'intérieur, c'est quoi la société, qu'est-ce qui n'allait pas, et surtout, qu'est-ce qui va vous intéresser dans votre projet. Et donc, raison pour laquelle il faut que les juristes et les opérationnels travaillent de concert, parce qu'il faut que les juristes comprennent précisément quel est l'objectif tout simplement de votre opération de reprise. Alors, avant tout, le timing est assez court. Donc, en jaune, le JO, c'est le jugement d'ouverture. Donc, c'est le jugement qui va ouvrir le redressement judiciaire de la société qui est en difficulté. Très peu de temps après, ou quelques mois après, ça dépend de la trésorerie et de l'urgence du dossier, l'administrateur judiciaire va lancer un appel d'offres et va vous laisser un délai pour répondre justement à cet appel d'offres qui peut durer ce délai de 2 semaines à 4 ou 5 semaines, grand maximum. Donc, vous avez un premier timing où il faut déposer l'offre à la fin du délai, avant la fin du délai, bien entendu, mais surtout, c'est vous avez quelques semaines pour réaliser un premier audit. Et vous allez déposer une première offre. Cette première offre, j'attire votre attention, elle n'a pas vocation à être parfaite. Cette première offre, c'est vous payer pour voir ce qui se passe par la suite et surtout voir la concurrence. Ensuite, vous déposez l'offre et vous allez la déposer auprès de l'AJ qui lui-même va la déposer auprès du greffe. Et donc là, vous avez une chance, c'est que vous pouvez aller consulter les offres adverses.
Raison pour laquelle il faut très rapidement, après la fin du délai de réponse, aller analyser la concurrence pour tout simplement voir le jeu adverse, le prix proposé, l'effectif, le périmètre de reprise, pour voir la concurrence et voir s'il est opportun, en fonction de la concurrence, de vous marier avec un autre offreur pour avoir un périmètre entre guillemets équilibré. Ensuite, le tribunal va fixer une date d'examen des offres. Alors ça, c'est une date essentielle. Pourquoi? Parce qu'à l'audience, il faudra vous y présenter, bien entendu, mais surtout, vous avez un délai, c'est que 48 heures ouvrées avant la date d'audience, c'est la date limite pour améliorer votre offre. Et donc là, vous allez déposer une offre V2, qui est une offre finale, qui, elle, sera complète cette fois, et qui va définitivement vous lier. Et entre deux, vous devez, entre guillemets, faire un petit peu de marketing de présentation. Il faut prendre rendez-vous avec le juge commissaire, qui est un juge qui est nommé par le tribunal de commerce, qui va suivre spécifiquement ce dossier justement pour vous présenter, pour présenter votre projet de reprise. Même logique avec l'administrateur judiciaire, avec le mandataire judiciaire, même chose avec le dirigeant, les instances représentatives du personnel. L'idée, c'est de pouvoir, entre guillemets, démontrer, un, votre motivation, et deux, aussi, faire en sorte que tous les organes de la procédure, en ce compris les salariés qui ont vocation à être pris, soient derrière vous. Voilà l'idée. Et en gros, le timing de ce petit schéma, c'est minimum 6 à 7 semaines, maximum, on va dire 10 à 15 semaines, s'il y a de la trésorerie et si le feu n'a pas totalement, entre guillemets, brûlé la société. Donc, vous avez, comme vous pouvez le constater, pardon, c'est un timing qui est beaucoup plus court que le timing habituel des sociétés immobilières. Alors, l'idée, c'est que dans l'audit, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez une phase d'audit qui est essentielle. Pourquoi? Parce que vous rachetez uniquement ce que vous avez envie de racheter. Et on ne va pas forcément vous éclairer. Donc, c'est à vous d'aller chercher tout simplement les informations essentielles et surtout de comprendre là où les raisons qui font que la société aujourd'hui est en état de cessation des paiements. Alors, c'est des enjeux qui peuvent être divers. C'est éventuellement la perte d'un gros client. Ça peut être un gros contentieux qui a été perdu. Ça peut être des créances qui sont impayées. Donc, il faut comprendre pourquoi, entre guillemets, l'activité ne va pas pour, entre guillemets, ne pas refaire tout simplement les mêmes erreurs. Ensuite, vous devez absolument faire un état des lieux, entre guillemets, du pipe commercial. C'est quoi les contrats en cours? C'est quoi les contrats fournisseurs? Et la question aussi qui se pose, c'est si vous reprenez la société demain, enfin, les activités, c'est est-ce que vous avez d'ores et déjà, entre guillemets, du travail? Ou alors, est-ce que vous partez d'une page blanche? Ça, c'est essentiel. Ensuite, vous devez voir les actifs qui sont stratégiques. Donc, vous n'avez pas l'obligation de tout prendre. Encore une fois, c'est l'avantage. Vous pouvez faire le choix. Prenez à la carte. Donc, c'est tel actif, une chaîne de production, les brevets, les marques, les contrats essentiels, mais pas forcément la totalité. En revanche, vous devez déterminer, c'est le cas classique, une marque qui est utilisée par la société que vous avez envie de reprendre, sauf que cette marque-là n'appartient pas à la société, elle appartient à une holding ou tout simplement au dirigeant. Là, dans cette hypothèse-là, vous devez identifier cet actif qui est essentiel, mais qui n'est pas dans le périmètre de cession, pour faire les démarches en parallèle, pour être certain de récupérer cet actif, même s'il n'est pas dans le périmètre. Donc ça, c'est un risque vraiment qui se retrouve, j'ai envie de dire, une fois sur deux dans les dossiers. Autre élément aussi à risque, c'est le cas des passifs supplémentaires qui vont devoir être supportés par le repreneur en supplément du prix de cession. Alors, la première hypothèse, c'est laquelle? C'est le cas des crédits baux, notamment des crédits baux immobiliers. Vous allez demander au tribunal de reprendre le contrat. Le contrat vous sera transféré. Même si le co-contractant n'est pas d'accord, le tribunal a le pouvoir de vous transférer de manière forcée. Sauf que quand, à la fin du crédit bail, vous allez vouloir lever l'option d'achat, il est possible que vous soyez contraint de payer les loyers antérieurs qui n'ont pas été réglés par la société en redressement judiciaire que vous avez eu l'occasion de reprendre. Donc ça, c'est un passif à identifier parce que ça peut aller chercher dans les quelques dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros selon les actifs qui ont été financés par les crédits. Autre élément aussi, c'est le cas des matériaux qui ont fait l'objet d'un financement ou des actifs particuliers. Alors, je vous ai menti tout à l'heure, je vous ai dit que je n'allais pas citer d'article du Code de commerce, et je vais vous en citer un qui est un petit peu bourrin, si vous me permettez l'expression. C'est le L642-12 alinéa 4 du Code de commerce, et je vous invite vraiment, si vous devez retenir une seule chose du webinaire, c'est celle-là. L'idée la suivante, c'est que vous allez mettre ce que vous souhaitez dans le périmètre de cession. Sauf que si tel ou tel actif a été financé par un prêt, et si la banque a bien fait son boulot, et 99 fois sur 100, c'est le cas, et bien automatiquement, si vous reprenez cet actif, vous reprenez le reliquat du prêt. Donc, ça veut dire que à côté du prix de cession, vous allez devoir terminer tel prêt. Donc, il faut identifier le matériel, il faut identifier le prêt, il faut identifier les mensualités, il faut identifier le reliquat du prêt, donc le capital restant dû, pour pouvoir anticiper, entre guillemets, ce financement. Autre hypothèse aussi, c'est le cas des clauses de réserve de propriété.
Tout simplement, vous voulez racheter du stock, sauf que ce stock-là n'est pas la propriété de la société en redressement judiciaire, donc vous êtes contraint, entre guillemets, de le racheter en parallèle. Donc ça, c'est encore une fois une charge augmentative du prix. Autre élément aussi, c'est les contrats de baux commerciaux ou d'autres contrats essentiels. Il faut vérifier que ces contrats n'aient pas été résiliés avant le redressement judiciaire. Si c'est le cas, le tribunal ne peut pas vous les céder. Donc si c'est des contrats essentiels à l'exploitation, il faut faire attention et il faut négocier avec le co-contractant ou tout simplement sortir du dossier. Autre élément essentiel aussi, c'est le risque environnemental. L'idée générale, c'est qu'en droit, celui qui est responsable de la dépollution du site, c'est qui? C'est le dernier exploitant. Donc, si vous reprenez les activités et si vous exploitez sur le même site, ça veut dire que ce sera à vous de dépolluer le site à un moment. Donc, il faut bien identifier ce risque-là. Et si le risque que vous avez identifié, il est insurmontable ou il représente quelques centaines ou quelques millions d'euros, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez essayer de le chanter. Et donc, tout simplement, vous n'allez pas reprendre le bail commercial et vous allez automatiquement déménager de manière concomitante à la reprise vos activités pour ne jamais exploiter ne serait-ce qu'une seule seconde sur l'ancien site. Comme ça, si vous n'avez pas exploité, vous n'êtes pas le dernier exploitant. Et ce risque environnemental-là, par définition, il ne va pas vous inquiéter. Donc voilà, c'est des pièges habituels. Encore une fois, je vous invite à vous faire conseiller par des professionnels qui, un, ont l'habitude, bien entendu, et qui, deux, vont pouvoir attirer votre attention sur tel ou tel risque. Alors, encore une fois, la phase d'audit est essentielle. La première partie, je l'ai déjà détaillée. Je vais aussi faire un focus sur l'objet, sur le droit social. Alors, le droit social, c'est quelque chose d'essentiel. L'idée, c'est que vous reprenez des activités, mais vous reprenez aussi et surtout des salariés. Et le tribunal, par définition, va être extrêmement attentif justement à ce volet-là. L'idée essentielle, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il faut échanger réellement avec les dirigeants, avec les DRH, avec les IRP. D'ailleurs, il faut vous présenter auprès des IRP. Il faut, tout simplement identifier les salariés qui sont clés, les salariés essentiels, parce que vous n'avez pas l'obligation de reprendre l'ensemble des salariés. Et surtout, il faut identifier potentiellement un risque de crise sociale ou tout simplement de démobilisation des équipes qui sont en place. Parce que la pire des hypothèses, et ça peut arriver, c'est un repreneur reprend des activités, qu'est-ce qui se passe? Les salariés ne sont pas contents, il y a un mouvement de grève, il y a une crise sociale, et là, automatiquement, c'est le projet de reprise dans son ensemble qui peut vaciller. Et donc, l'idée générale, c'est d'évaluer, le nombre de salariés dont vous avez besoin, et tout simplement, voilà, pour coller à votre attente et surtout à votre projet. Ensuite, on est dans la rédaction de l'offre, et encore une fois, la rédaction de l'offre, c'est essentiel. Et comme je vous l'ai dit, c'est qu'est-ce que vous allez reprendre, c'est uniquement et exclusivement les éléments que vous avez listés dans l'offre. Donc, vous devez en effet déposer une offre auprès de l'administrateur judiciaire. Donc, l'offre, elle doit être complète et elle doit aussi contenir quelques annexes. Les annexes, c'est classique, c'est vos comptes, c'est votre statut, c'est la détention du capital social et c'est surtout les prévisionnels des activités qui ont vocation à être reprises pour démontrer au tribunal que vous reprenez les activités. La première année, vous allez très certainement faire une perte, mais vous pouvez la financer. Vous pouvez aussi financer le coût du redéploiement et in fine, bien entendu, vous pouvez assumer la perte pour, dans 1 an et demi, 2 ans ou 3 ans, renouer avec la rentabilité et, dans l'idéal pour vous, bien entendu, trouver une capacité d'autofinancement, une rentabilité qui pourra vous satisfaire parce que, comme vous pouvez l'imaginer, le but d'une reprise, c'est in fine de pouvoir que la reprise soit rentable. Alors, un élément essentiel, c'est quand vous avez déposé l'offre, par définition, elle est irrévocable. C'est-à-dire qu'en théorie, vous ne pouvez plus sortir du dossier. Mais vous pouvez tout simplement, entre guillemets, contourner ce principe-là en mettant des conditions suspensives à votre offre. L'idée générale, c'est que, monsieur l'administrateur judiciaire, je dépose une offre, sauf que mon offre est conditionnée à certaines conditions. La première condition, c'est potentiellement le financement. Ou alors, c'est en complément d'information sur tel ou tel point. Ou alors, c'est j'ai identifié un risque environnemental, je ne l'ai pas encore totalement quantifié. Toujours est-il, c'est que je peux bien reprendre le dossier si le risque environnemental, entre guillemets, je peux le mettre de côté. Donc, l'idée, c'est aussi et surtout de créer des portes de sortie. Parce que, encore une fois, nous, on a certains clients qui viennent nous voir, c'est la veille pour le lendemain, l'appel d'offres expire le lendemain, j'ai moins de 24 heures pour réaliser un audit, pour faire une offre, une première offre, et in fine, pour la déposer. Et donc là, automatiquement, 24 heures, c'est extrêmement court. Donc, mon travail, c'est de protéger mon client, de mettre énormément de conditions suspensives que je vais devoir lever dans un deuxième temps. Mais l'idée, c'est de protéger mon client pour lui donner des portes de sortie pour que, in fine, il puisse sortir du dossier si, par extraordinaire, le dossier ne l'intéresse pas.
le tribunal va apprécier votre dossier sur quels critères? On a actuellement 3 critères. On a le prix, qui aujourd'hui, entre guillemets, n'est plus forcément essentiel. On a l'emploi. Et surtout, on a votre capacité, entre guillemets, à pouvoir reprendre sur le long terme la société et les activités. Pour le tribunal, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est que le repreneur se retrouve lui-même en redressement judiciaire dans 6 mois, 12 mois, 18 mois. C'est la pire des hypothèses. Ensuite, on arrive. Alors, Marianne, je t'invite, si possible, à mettre la slide suivante, parce que je ne pense pas avoir le contrôle. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un point essentiel, c'est que vous devez vous présenter. Pourquoi? Parce qu'il faut rassurer le tribunal, il faut rassurer l'administrateur, le mandataire judiciaire, et par habitude, vous devez vous-même vous présenter auprès de ces différents organes. Alors, une belle plaquette de présentation, mais surtout, l'idée, c'est de démontrer que vous avez une stratégie à court terme et surtout sur le long terme, et vous avez, dans l'idéal, le soutien des salariés et des dirigeants qui sont en place. Vous devez démontrer vos motivations. Comme je vous l'ai déjà indiqué, vous devez aussi, dans l'idéal, solliciter un rendez-vous avec le juge commissaire, qui est l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire. Pourquoi? Parce que toutes les personnes que je viens de citer vont donner leur avis au tribunal, vont rendre un rapport. Et c'est sur cette base-là, justement, que le tribunal va pouvoir choisir tel ou tel repreneur. Donc, c'est essentiel, tout simplement, de vous présenter, d'aller de l'avant, d'être force de proposition et surtout, entre guillemets, d'organiser des rendez-vous avec ce qu'on appelle les organes de la procédure, les personnes qui ont vocation à faire un rapport sur lequel le tribunal va pouvoir baser sa décision. Ensuite, on arrive sur la rédaction de l'offre, justement. Alors, Marianne, je ne pense plus avoir le contrôle, et si je l'ai. Donc, en gros, l'idée de l'offre est essentielle, en ce sens où, comme je vous l'ai dit, vous devez absolument, dans l'offre, de manière exhaustive, lister l'ensemble des actifs, des contrats, des effectifs que vous avez vocation à reprendre. Ce qui n'est pas listé, par définition, n'est pas repris. Donc, vous devez bien viser l'ensemble des hypothèses. Alors, j'attire votre attention sur le cas de ce qu'on appelle des encours. Les clients en cours, tout simplement, je vais prendre l'exemple que j'ai eu il y a pas longtemps. J'ai racheté pour un client une société qui réalisait donc, des maisons individuelles. Et donc, on a des chantiers qui s'étalent sur 12 mois ou 6 mois, bien entendu. Toute la question qui s'est posée à nous, c'est est-ce qu'on reprend les contrats qui sont en cours? Ça peut être intéressant parce qu'on est sûr d'avoir du boulot, sauf que de temps en temps, on a pu s'apercevoir qu'il y a des dossiers qui étaient extrêmement compliqués. Ces dossiers-là, vous pouvez les mettre de côté. Et je vous invite à les mettre de côté, justement. Donc, c'est identifier ces éléments-là. Ou autre hypothèse aussi, c'est si vous reprenez le contrat en cours, mais si le client a déjà payé la totalité de la commande à la société en redressement judiciaire, il ne va pas vous payer une deuxième fois. Donc, typiquement, le risque pour vous, c'est de reprendre un contrat et de devoir travailler gratuitement. Alors, vous pouvez le faire pour contenter tel ou tel client, mais ça va pouvoir éventuellement justifier un prix faible de votre offre pour expliquer au tribunal que vous avez une charge augmentative du prix indirect. Et in fine, si vous proposez on va dire 1 euro, 10 000 ou 100 000 euros, c'est aussi parce que vous allez devoir travailler gratuitement pour X clients, et ça, vous pouvez le quantifier, et ça, le tribunal, bien entendu, ne pourra que le comprendre. Ensuite, vous devez lister donc les actifs incorporels, les actifs corporels, bien entendu, les actifs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur lesquels il y a un reliquat de prêt, si vous pouvez vous en passer, vous les mettez de côté pour éviter d'avoir justement une charge augmentative du prêt. Vous devez aussi prévoir, comme je vous l'ai dit, les portes de sortie des conditions de reprise. Et l'idée essentielle, c'est que c'est une reprise à la carte. Et comme c'est une reprise à la carte, vous faites votre choix. Et c'est tout l'intérêt, justement, de la mission. Ensuite, on est dans l'aspect social. Alors, l'aspect social, comme je vous l'ai dit, est essentiel. Il faut aller voir les salariés, il faut voir les IRP. Et il faut, bien entendu, dans l'idéal, que les salariés aillent dans votre sens. Pourquoi? Parce que le tribunal va demander expressément aux salariés quel repreneur il préfère dans l'hypothèse, entre guillemets, d'une concurrence. Là où je vais attirer votre attention, c'est que vous ne reprenez pas un salarié, entre guillemets, nommé. Ce n'est pas monsieur Henri ou ce n'est pas monsieur Dupont. C'est une catégorie socio-professionnelle. D'où l'intérêt, entre guillemets, de faire un bel audit social pour déterminer les éléments clés, pour, dans l'idéal, être certain de reprendre les salariés, enfin, les meilleures ressources sociales, tout simplement. Donc, vous pouvez être force de proposition parce que le choix des salariés qui font partie d'une même catégorie socio-professionnelle va se faire sur la base des critères d'ordre légaux. Donc, c'est typiquement l'ancienneté, les chartes de famille, mais vous pouvez en rajouter. Et l'avantage d'en rajouter, c'est que ça va pouvoir, entre guillemets, faire pencher la balance vers tel salarié que vous avez envie de reprendre que plutôt vers un autre que vous avez moins envie de reprendre. Autre élément aussi, ce qui est essentiel, c'est que vous ne pouvez pas imposer avant la reprise des modifications du contrat de travail. Vous pouvez le faire après, vous pouvez être force de proposition et le demander après, mais dans une certaine mesure,
Typiquement, vous prenez une société industrielle, vous souhaitez modifier le timing et les horaires de travail, posez la question avant de reprendre la société aux IRPO, tout simplement. N'hésitez pas à poser des questions. Cas particulier aussi des salariés protégés, vous allez potentiellement, entre guillemets, être contraint de les reprendre. Alors, je m'explique. C'est que même si vous ne les visez pas expressément dans votre périmètre de reprise, comme ils sont salariés, par définition, pour qu'ils soient licenciés par le liquidateur judiciaire, il faut l'autorisation d'inspection du travail. Sauf que si l'inspection du travail refuse, automatiquement, le salarié revient dans le périmètre de cession et vous êtes contraint de le reprendre. Donc ça, c'est un risque potentiel qui arrive assez rarement, mais il faut l'identifier, il faut le quantifier, et il faut que vous en ayez conscience tout simplement pour éviter, bien entendu, une mauvaise surprise. Autre élément aussi, c'est le cas des droits acquis. Alors, les droits acquis, tout simplement, c'est quoi? C'est les congés payés et c'est les primes qui sont entre la date du jugement d'ouverture, donc début du redressement judiciaire, et le moment où vous allez reprendre les activités. Là, les congés payés et les primes ne sont pas pris en charge par la garantie des salaires, c'est les AGS. Donc, il n'y a pas d'obligation pour vous les reprendre, mais c'est une coutume. Le repreneur les reprend toujours. Et c'est toujours ce qu'on dit à nos clients. Si vous ne le faites pas, il y a 9 chances sur 10 qu'il y ait une crise sociale au début, entre guillemets, de la reprise. Et bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, il faut à tout prix les livrer. Ensuite, on arrive à la rédaction plus précisément de l'offre. Alors, Marianne, je pense que j'ai perdu le contrôle de nouveau. Je t'invite, si possible, à changer le slide. Et je vais continuer. Donc, l'idée générale, c'est encore une fois, je vous insiste, il faut consulter les offres auprès du greffe du tribunal de commerce, tout simplement pour voir la concurrence. Et là où ça peut être intéressant, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps dans un dossier, mon client voulait prendre un petit périmètre et on s'est rendu compte qu'on avait un concurrent qui voulait prendre un petit périmètre, mais qui était différent. Donc, l'idée, c'est qu'on a fusionné notre offre pour que, in fine, notre périmètre soit plus intéressant et que le tribunal nous donne plus facilement le dossier, ce qui a été le cas. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de la concurrence pour tout simplement faire un mariage sur un timing très court. Et ensuite, vous avez le dossier, chacun de repreneurs reprend entre guillemets sa partie et vous partez bonne année. Donc, encore une fois, j'insiste sur le timing. Le timing est essentiel en ce sens où vous avez une première offre à déposer à la fin du délai d'appel d'offres. Et ensuite, vous pouvez améliorer votre offre, toujours dans un sens positif, et ce, jusque 48 heures ouvrées avant l'audience qui a vocation à statuer. Donc, ça veut dire que vous avez 2 phases d'audit, vous avez 2 offres à déposer. L'autre idée aussi, c'est un petit peu comme au poker, c'est on ne va pas dévoiler son jeu tout de suite. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que l'offre numéro 1 que vous allez déposer, vous ne mettez pas votre vrai prix, vous ne mettez pas, entre guillemets, la totalité du périmètre, vous n'allez pas vous dévoiler. Bien entendu, comme les concurrents ne vont pas totalement dévoiler. En revanche, vous allez être contraint de vous dévoiler dans le cadre, entre guillemets, de la deuxième offre que vous allez déposer au max 48 heures avant l'audience qui a vocation à examiner les offres. Donc, pendant l'audience, vous allez vous présenter, encore une fois. L'idée, c'est de convaincre le tribunal que votre projet, c'est le meilleur. Parce que votre projet, il est financé, votre projet, il est serein, et surtout, vous êtes en capacité potentiellement de financer les pertes, d'assurer le coût de redéploiement, le refinancement des stocks et le financement du BFR de la reprise. L'idée générale, c'est de rassurer le tribunal. Si vous êtes choisi, le tribunal doit être certain que dans les 6 mois ou 12 mois qui suivent, eh bien, vous n'allez pas retomber en redressement judiciaire. Ensuite, donc voilà les principaux axes, entre guillemets, des sociétés en difficulté. Maintenant, je vais passer à la petite synthèse du cas numéro 2. Et comme vous l'avez vu, il nous a pris un petit peu de temps. Alors, Marianne, je crois que j'ai encore perdu le contrôle. Ah, voilà, merci. Donc, en synthèse, le cas numéro 2, c'est le cas le plus classique. Financièrement, il est beaucoup plus accessible, on ne va pas se mentir. Le prix, il est surtout en fonction de la concurrence. Encore une fois, votre première offre, le prix sera assez faible. Maintenant, vous allez peut-être être contraint de l'augmenter s'il y a une petite marque d'intérêt à côté. Si vous êtes le seul, automatiquement, le prix sera moins fort. Ensuite, pas de passif ou peu de passif, sauf exception, encore une fois, les prêts et les loyers impayés pour les crédits baux. Donc, des passifs à identifier. Et si vous identifiez ces passifs, ça permet aussi d'expliquer au tribunal pourquoi votre prix de cession est aussi bas. Là où c'est indispensable, c'est un audit préalable est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de garantie. C'est ce qu'on appelle une vente par auto-autorité de justice. C'est que vous ne pouvez pas faire machine arrière derrière. L'autre avantage, comme je vous l'ai dit, c'est vous reprenez à la carte. Vous reprenez ce qui vous intéresse. Un petit bout à gauche, un petit bout à droite. Vous n'êtes pas contraint de reprendre la totalité des éléments. L'inconvénient, c'est le volet financier. C'est que vous allez très certainement faire des pertes au premier exercice. Ce n'est pas automatique, mais c'est souvent le cas quand même. Maintenant, ça, il faut financer les pertes, il faut financer le BFR, il faut financer le rachat des stocks. Et surtout, c'est le timing, c'est assez court. Vous êtes
à la tête de la société du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que le tribunal décide à J0, à J+1, vous êtes à la tête de la société. Donc, c'est du sport. Il faut préparer vos équipes, les équipes de la société reprise, pour tout simplement, entre guillemets, anticiper, l'idée étant que ça se passe le mieux possible. Ensuite, il y a quelques interrogations à se poser pour que la reprise, tout simplement, se passe bien. C'est les anciens dirigeants. Je les garde, je ne les garde pas, je leur propose un contrat d'accompagnement, d'indépendant, un contrat de salarié. Est-ce qu'ils sont indispensables ou pas pour la reprise? C'est une question à se poser, il n'y a pas de bonne réponse, mais vous devez vous la poser. Ensuite, quid des marchés en cours? Comme je l'ai dit, si vous identifiez un marché en cours dont le règlement a d'ores et déjà été perçu en totalité par la société en redressement judiciaire, vous n'allez pas récupérer le prix. Donc, est-ce que c'est opportun pour vous de travailler gratuitement? Ça peut être le cas pour faire plaisir au tribunal, pour expliquer et justifier votre prix bas, pour une image de marque aussi, tout simplement. C'est à vous de voir. Des fois, c'est le cas, des fois, c'est pas le cas. Ensuite, les questions à se poser aussi, c'est des questions de bon sens. C'est quid des synergies à créer justement avec les sociétés que vous avez déjà? Ou aussi, quid de l'intérêt de créer des économies d'échelle? Typiquement, dans une boîte, 9 fois sur 10, on a des comptables. Est-ce que c'est utile et indispensable pour vous de reprendre les comptables qui étaient en place dans la société, qui étaient en redressement judiciaire? Peut-être que oui, peut-être que non. L'idée, c'est de rationaliser vos coûts, tout simplement, et surtout de ne pas faire un copier-coller du passé. Parce que par le passé, ça n'a pas forcément fonctionné pour la boîte qui est en redressement judiciaire. Donc, si vous faites un copier-coller, ça n'a pas de sens. Et l'idée générale aussi, c'est que vous devez redynamiser les effectifs en place. Par habitude, c'est quelque chose qui a été fait. Donc, voilà le cas numéro 2, vous l'avez vu, il nous a pris un petit peu plus de temps. Le cas numéro 3, j'y arrive. Alors, Jérémy, j'ai une question de Laurent. Donc, il demande comment est-il possible de faire un audit préalable nécessaire et indispensable dans un délai aussi court? Alors, l'idée, c'est que il y a l'administrateur judiciaire qui met en place une data room sous forme électronique dont vous avez accès. Vous pouvez tout simplement consulter les comptes, les principaux marchés, les effectifs. Donc, il y a énormément de données qui sont dispensables. L'audit, elle ne peut pas être exhaustive, mais encore une fois, il y a 2 audits qui doivent être effectués. La première, c'est entre l'appel d'offres et la fin du délai de réponse. Et la deuxième, c'est entre le moment où vous avez déposé votre offre et 48 heures avant la décision du tribunal. Et là, automatiquement, sur ces délais-là, on a automatiquement quelques semaines. Et donc, en tout état de cause aussi, si vous devez trouver les conseils et en ressources, vous devez trouver entre guillemets, des ressources en interne pour avoir le temps et prendre le temps de faire un audit. Qui ne sera peut-être pas exhaustif, mais dans l'idéal, il faut qu'il le soit. Est-ce que j'ai répondu à la question, Marianne? Alors, je vois la question du pré-pack. C'est Laurent qui te le dira. J'ai également une autre question de Christophe Noni. Il souhaiterait que tu parles du pré-pack session. Alors, le pré-pack session, je ne voulais pas forcément aborder le sujet, mais c'est quelque chose, en effet, qui est très intéressant. Le pré-pack session, c'est l'hypothèse suivante. C'est une société qui n'est pas encore en redressement judiciaire, mais elle se met en mandat ad hoc. Alors, le mandat ad hoc, c'est, on va voir le président du tribunal de commerce. Et l'idée, c'est de faire nommer un administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc qui a une mission variable. Et de temps en temps, sa mission, c'est de chercher un repreneur, entre guillemets, mais en off. Et l'avantage du mandat ad hoc, c'est que c'est une procédure qui est totalement confidentielle. Donc, l'administrateur judiciaire est nommé et l'administrateur judiciaire va tenter de trouver des repreneurs, mais pas par les voies classiques, de manière, entre guillemets, totalement discrète. Et une fois que le repreneur est trouvé, là, le mandat ad hoc prend fin, la société tombe, est placé en redressement judiciaire. Et l'avantage, c'est que le repreneur est d'ores et déjà trouvé. Et donc, du coup, ça permet le mandat ad hoc, entre guillemets, de gagner du temps par rapport au projet de cession, de ne pas avoir d'appel d'offres, de ne pas avoir de concurrence. Mais le régime est le même que l'hypothèse numéro 2 que j'ai pu vous expliquer à l'instant. La finalité est la même. Le gros avantage, c'est que vous êtes un repreneur, entre guillemets, pré-choisi dans le cadre du pré-pack session. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Oui, Jérémy, tu as répondu, Christophe a dit oui, merci. Parfait, oui. Merci, Christophe. Alors, y a-t-il d'autres questions? Parce que j'ai un petit peu dépassé le timing et j'en suis désolé, Marianne. Alors, pas une question, mais un petit complément simplement. Pardon. Dans ce que disait Jérémy, il y a quelque chose qui est très très important, c'est
la patte blanche des ressources financières. Et je pense, enfin ça c'est la banque qui vous parle, il est fondamental de vous assurer avant ce type d'acquisition que vous disposez bien des ressources humaines, ça bien évidemment on l'a dit, pour la capacité d'intégration des actifs repris, mais également des ressources financières, puisque pas tout le temps, mais très souvent, effectivement, il y a un impact financier non négligeable du rachat d'actifs de sociétés en difficulté sur votre propre activité. Vous avez mobilisé les ressources et les actifs vont générer, sinon des pertes, tout au moins une moindre rentabilité que votre activité historique. Et il faut que vous ayez eu un dialogue, je pense, suffisamment en amont avec vos établissements de crédit pour qu'ils vous accompagnent dans cette opération et qu'ils ne soient pas surpris d'éventuelles sensibilités, si je puis dire, financières à l'acquisition. Mais les ressources financières sont fondamentales et ça doit se passer par vraiment un dialogue entre vos financeurs, dont les actionnaires d'ailleurs, vos financeurs et vous-même. Et je me permets de compléter, c'est les aides empiriques, c'est voilà, il ne faut pas réfléchir prix de cession, mais vraiment l'enveloppe globale, parce que potentiellement, vous allez être contraint de racheter les stocks, financer le BFR. Élément essentiel aussi, c'est que vous ne reprenez pas les comptes bancaires de la société cible. C'est-à-dire que vous reprenez les activités et du jour au lendemain, votre compte bancaire, il est à zéro à la base. Donc, il faut payer le BFR, il faut payer les salaires sur le premier mois si vous avez un décalage entre votre production et la facturation. Donc, ça, c'est un coût qui doit être listé dans l'offre, c'est ce qu'on appelle le plan de financement. Et surtout, il faut rassurer le tribunal, et je rejoins aussi Pierrick, 9 fois sur 10, on met une condition entre guillemets de financement. On va voir ses banquiers, on va voir ses partenaires pour expliquer quel est l'objet et surtout quelle est la ressource financière dont je vais avoir besoin, qui souvent est importante sur un délai très court. Et le tribunal est toujours extrêmement sensible à ces données financières parce que, encore une fois, la pire des hypothèses pour le tribunal, c'est de donner le dossier à une société qui n'a pas les reins assez solides et qui n'a pas les épaules assez larges. Et le risque, c'est de retrouver le repreneur en redressement judiciaire dans 6 mois ou dans 12 mois. Alors, Pierre, j'imagine que tu ne peux que confirmer le fait que… Oui, non, mais ça, il n'y a pas, j'ai pas de sujet là-dessus. C'est vraiment très, très important. Une autre chose à ne pas négliger, comme l'a dit Jérémy, les passifs ne sont pas repris, y compris certaines dettes d'ailleurs, des dettes. Juste regardez quand même quel est votre principal partenaire bancaire et si ce n'est pas non plus le principal partenaire bancaire de la société qui est en défaillance. Là, il y a vraiment un dialogue à avoir et des échanges à avoir qui peuvent être importants parfois. Oui, et je me permets de rebondir du coup sur les propos de Pierrick. C'est comme je vous l'ai dit, c'est le fameux 642.12 alinéa 4. Par définition, vous prenez tel actif et automatiquement, vous prenez le reliquat du prêt. Ça, c'est de plein droit, c'est automatique. En revanche, rien ne vous empêche d'aller voir justement la banque en question en amont pour tenter de négocier avec elle. Alors, négocier quoi? C'est une reprise peut-être pas forcément totale du prêt ou tout simplement, entre guillemets, un paiement en cash pour que le prêt soit, non pas annulé, mais pour que le prêt soit, pour justement que vous n'ayez pas, entre guillemets, ce reliquat à payer. Donc, l'idée, c'est que voilà, la banque du repreneur, enfin, bien entendu, votre banque à vous, c'est votre meilleur ami, mais surtout ne pas négliger les rapports avec la banque, justement, de la société en redressement judiciaire, qui peut aussi trouver un intérêt à négocier avec vous et trouver un accord. Merci beaucoup Jérémy, merci Pierrick. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter ou si on sonne la fin de cette présentation. Alors, j'ai un petit mot à rajouter quand même pour répondre à la question achat d'actifs d'entreprise en difficulté, bonne ou mauvaise idée. Alors, c'est au cas par cas, mais pour moi, c'est une bonne idée. Alors, peut-être parce que c'est mon travail, bien entendu, c'est parce que c'est une très belle opportunité de croissance externe à bas prix. Maintenant, le prix de cession ne sera pas forcément très onéreux. En revanche, l'enveloppe globale peut être assez importante, mais en tout état de cause, ce sera moins cher que racheter une société, une bonus. Vous rachetez à la carte. Maintenant, il y a un audit essentiel à faire pour ne pas tomber dans les pièges évidents, ne pas récupérer tel ou tel prêt, ne pas être contraint de payer, entre guillemets, l'enveloppe liée à l'environnement. Donc voilà l'idée, c'est une très bonne idée. Maintenant, il faut faire attention, il faut vous faire accompagner parce qu'il y a des pièges et il ne faut surtout pas tomber dans ces pièges.
Merci Jérémy, merci Pierrick et merci Antoine pour votre intervention, pour cette présentation qui était très complète. Et Jérémy, tu n'as pas du tout dépassé le temps, c'était au contraire très dynamique. Merci. Je tiens une dernière fois à vous remercier, à faire ma petite publicité comme toujours. Donc moi, je suis en charge des événements Investinov. Donc Investinov, ce sont actuellement des émissions qui permettent de mettre en lumière des porteurs de projets innovants qui sont en recherche de fonds. Voilà, donc la prochaine soirée aura lieu le mercredi 9 décembre sous format émission de télé. Et n'hésitez pas à revenir vers moi pour recevoir le lien pour pouvoir vous connecter. Je vais dès à présent arrêter les enregistrements et si vous souhaitez poser des questions librement à nos intervenants, n'hésitez surtout pas et merci une dernière fois. Au revoir à tous.